Ok, bon, alors bonjour, bienvenue à tous de vous joindre à nous aujourd'hui. Mon nom je suis Liane Como, je suis la directrice exécutive de l'Union internationale en promotion de la santé et d'éducation pour la santé. Donc, nous sommes basés, le secrétariat international de l'UPES à Montréal, normalement dans les locaux de l'ESPUM, mais actuellement chacun chez soi. Et donc, bonjour à tous encore une fois. On vous présente ici aujourd'hui avec ce webinaire un outil que je pense qui est très important parce que l'action intersectorielle, on sait que c'est un fondement essentiel de la promotion de la santé. Par contre, c'est quelque chose qui peut être très difficile à mesurer, ça peut être très complexe d'en évaluer l'impact réel. Donc, avec cet outil qui vient un peu documenter le processus et documenter certains effets, je pense que ça permet des avancées qui permettent de bien saisir la valeur ajoutée de travailler ensemble plutôt que dans nos silos respectifs. Donc c'est pour ça que l'UIPES a démontré de l'enthousiasme pour ce projet et puis accepté volontiers d'être les hôtes de ce webinaire pour en faire la présentation. Donc, c'est une solution, cet outil qui a été développé par la chaire Cassis et ses collaborateurs. Il répond, ses collaborateurs locaux. Donc, c'est un outil qui répond à des besoins locaux, mais c'est des besoins locaux qui sont locaux un petit peu partout. Donc, il y a le local dans le global ou le global dans le local. Je ne sais pas trop comment on préfère le dire, mais c'est un outil qui répond à plusieurs interrogations. Je pense à des besoins qui sont manifestes, pas seulement ici, mais un peu partout au monde. Et puis, la liste des inscrits au webinaire témoigne du fait qu'effectivement, l'intérêt dépasse les frontières du Québec. On a des gens ici d'Europe et d'Afrique qui ont bien voulu se joindre à nous malgré l'heure un peu tardive là-bas. C'est la fin de la journée pour vous. Donc, merci à tous d'être là et pour votre intérêt. Juste un autre dernier petit point de procédure de ma part avant de passer la parole à nos collègues. Mais c'est juste pour dire que Sarah Chaput du REFIPS, donc du Réseau francophone international en promotion de la santé, va prendre vos questions et pendant la période de questions, ensuite, va pouvoir diriger ces questions elle-même donc vers les présentatrices pour obtenir les réponses. Donc, elle va se prêter à cet exercice-là tout au long. Là. Donc, si vous avez des questions, au fur et à mesure, vous pouvez commencer à les inscrire, mais elles seront compilées, elles seront répondues à la fin. Alors voilà, donc sans plus tarder, je passe la parole à Marie-Pierre Saint-Louis, qui est une collaboratrice de la chaire Cassis. Bonjour, je vais commencer mon partage d'écran, donc juste un instant. Donc voilà. OK, oui, bon. Aujourd'hui, je suis bien contente d'être avec vous pour vous parler de l'outil d'appréciation des effets de l'action intersectorielle locale. Donc, c'est un outil dont nous sommes bien fiers, puis nous sommes très heureuses de pouvoir vous en parler aujourd'hui. La présentation va avoir 3 objectifs. Tout d'abord, présenter l'outil que nous allons faire conjointement. Moi, Marie-Pierre Saint-Louis, qui est collaboratrice à la Cassis, et Angèle Bilodeau, qui est aussi avec moi. Angèle, est-ce que tu veux nous dire un petit bonjour avant qu'on aille plus loin? Oui, bonjour tout le monde et puis bienvenue à la découverte ensemble de cet outil-là. Voilà. Ensuite, on va explorer les usages de l'outil pour ensuite terminer avec la période de questions et d'échanges. Donc, comme il a déjà été dit, les questions, vous pouvez les mettre dans le chat et ils vont être répondus à la fin de la présentation. La production de l'outil, elle part de loin.
En 2011, il y a une recherche qui visait à répondre à la question suivante. Quels sont les effets de l'action intersectorielle locale sur les milieux de vie et comment sont-ils produits? Donc, cette recherche a utilisé une méthode d'étude de cas multiples dans les tables de quartier à Montréal. Donc, à Montréal, on a des tables de concertation qui sont regroupées au sein de quartiers. Et c'est des études de cas dans ces tables de quartier qui ont permis d'arriver à qui ont permis de documenter en temps réel la progression de l'action vers des transformations observables dans les milieux de vie. Je vais vous mettre, j'espère que j'ai encore le document, je vais vous mettre des liens au fur et à mesure qu'on avance. Ici, vous avez un lien pour pouvoir naviguer sur l'outil, pas sur l'outil, mais sur la recherche. Non, je ne suis pas en mesure de mettre des liens dans le chat. Je m'excuse. Je vais mettre les liens à la fin de la présentation. Je pourrais vous mettre différents liens pour pouvoir aller, ou Angèle, si tu peux mettre le lien au moins de l'outil, ce serait aidant. Comme ça, les gens pourront voir l'outil brièvement avant qu'on aille plus loin. Donc, la recherche qui a été menée en 2011 auprès des tables de quartier, le résultat qui a été présenté a été vraiment nommé comme étant pertinent pour les tables de quartier et ils nous ont demandé voir s'il était possible de les outiller, de les instrumenter pour qu'ils puissent reproduire eux-mêmes la progression de l'action jusqu'à ses effets pour d'autres actions à venir dans leur projet. Donc, de là est venue l'idée de produire l'outil. Une demande de financement a été faite auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Québec. Et la manière dont on a procédé pour créer l'outil, c'est qu'on a débuté avec des ateliers auprès des membres des tables de quartier pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils voulaient voir dans l'outil, qu'est-ce qui serait aidant pour eux pour pouvoir reproduire la progression de l'action vers ses effets par eux-mêmes. On a produit un premier prototype de cet outil qui a été expérimenté dans 3 tables intersectorielles locales. Donc, on a fait des tests, on a ajusté l'outil, on l'a transformé au fil des tests pour arriver au lancement de l'outil en octobre 2019. Donc, voilà. Plusieurs personnes ont contribué à la conception de l'outil. Angèle Bilodeau, bien entendu, qui est avec moi aujourd'hui, a été au centre autant de la recherche que de l'élaboration de l'outil. Il y a eu aussi Louise Potvin, qui est professeure titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. L'outil aussi, plusieurs professionnels de recherche ont aussi travaillé sur l'outil et on a eu aussi la contribution de spécialistes du terrain, donc du vécu, dont par exemple Alain Meunier de Communagir qui connaît bien la mobilisation des connaissances dans le domaine de l'action intersectorielle, et Yves Bellavance de la Coalition montréalaise des tables de quartier, qui s'est assuré en fait que le contenu de l'outil soit pertinent pour ses membres. Donc, c'était une manière de s'assurer de la validité de notre outil et de sa pertinence. Il y a eu une autre étape, je vous la présente très brièvement parce qu'on en parlera peu aujourd'hui. L'outil a même été traduit en anglais à la suite du lancement en français. Des tables de quartier de l'ouest de l'île de Montréal nous ont démontré un intérêt pour la traduire. Donc, on a fait une nouvelle demande de financement qui a été acceptée au CRSH et le lancement va avoir lieu cette semaine en anglais. Donc, maintenant, on rentre directement dans l'outil. On disait qu'on allait vous présenter l'outil. C'est ce qu'on commence présentement. Là, on va l'outil, ce qu'il comprend, il comprend 3 modules. Donc, nous avons décidé de l'organiser vraiment sous cette
trois divisions-là. Et chaque module a sa propre fonction, donc son propre objectif en soi. Donc, le premier module vise à s'approprier les fondements de l'outil, donc toute la recherche à la base de l'outil. Le module 2 permet de retracer les événements qui sont marquants d'un projet et les traduire en chaîne de résultats transitoires. Et le troisième module permet de schématiser la chaîne de résultats transitoires d'un projet et d'en tirer des apprentissages pour ensuite les réinvestir dans l'action. Maintenant, regardons plus en détail le module 1. Le module 1 comprend une présentation visuelle qui est en format précis. Donc, pour ceux qui connaissent le format précis, ça nous permet de regarder des sections spécifiques. Et dans la présentation visuelle, on retrouve aussi des exemples audio de pratiques qui ont été récoltés dans les tables de quartier de Montréal. Donc, on peut écouter des exemples bien concrets. Dans le module 1, on retrouve aussi du matériel documentaire, donc différents articles, les études de cas aussi y sont. Vous allez trouver aussi une image des résultats transitoires qui a été créée par l'espace réseau. Donc, dans le module 1, comme vous avez bien compris, on présente les résultats de la recherche. Là, j'inviterai ma collègue Angèle Bilodeau à venir présenter les résultats de la recherche. Oui, en fait, le premier résultat qui peut paraître évident, là, mais en tout cas, dont il faut quand même faire la démonstration, c'est que l'action intersectorielle locale entraîne des transformations concrètes dans les milieux de vie. Donc, autrement dit, l'action intersectorielle entraîne des effets, ce qui était déjà un premier constat à établir. Aussi que ces transformations-là, ces effets-là, sont liés à la culture, à l'histoire des milieux locaux. Donc ça, c'est important de le dire aussi. C'est pas, surtout que ça découlait, en fait, les tables de quartier travaillent beaucoup avec les besoins des milieux. Donc, c'est normal que les effets soient liés à ça. Des exemples de transformation dans les milieux de vie. Enfin, on en a ressorti 3, là, mais il y en a beaucoup. Réaménager un marché public, un marché solidaire, un marché alimentaire. Et dans ce cas-là, ça demandait beaucoup d'ajouts, d'équipements, de réfrigération, tout ça. La revitalisation des artères commerciales. Et là-dessus, il y a eu aussi, par exemple, des emplois en insertion socio-professionnelle. Il y a aussi des effets qu'on a observés, par exemple, sur les déplacements, sur la mobilité, les dons de vélo, les tracés de marchabilité. Je vois, par exemple, dans les objets sur lesquels vous travaillez, que vous avez communiqué en même temps que l'inscription, que vous êtes tous, en fait, les gens qui sont là, qui participent aujourd'hui, vous êtes sur des projets qui visent des transformations concrètes dans les milieux de vie. Vous n'êtes pas que sur des instances qui cherchent à juste se concerter pour échanger de l'information. Alors, vous êtes tout à fait dans ce que l'on vise avec cet outil-là. Alors, ça, c'est, je dirais, le principal résultat, en fait, de la recherche, au-delà de montrer que l'action intersectorielle a des effets, c'est qu'on a observé que les instances intersectorielles enchaînent une série d'actions pour arriver aux effets et que ces actions-là se ramènent toujours à 12 types d'actions qu'on a appelés dans nos résultats de recherche, on les a appelés les résultats transitoires. Parce que ces actions-là ou ces événements-là, si on veut, finissent par marquer la progression de l'action jusqu'aux effets. Donc, comment relier les processus et les effets? On le voit par ces 12 résultats transitoires et peu importe les contextes locaux, peu importe ce que font, peu importe les actions très singulières des instances intersectorielles locales, on voit que finalement, ces 12 événements-là qui sont faits ou ces 12 actions-là, types,
c'est toujours ces choses-là que les gens finissent par faire. Et c'était, je dirais, la plus grande découverte, si on veut, de cette recherche-là, c'est qu'au-delà de la singularité, en fait, on a des événements qui marquent la progression de l'action qui sont finalement typologiques. Alors, voilà pour cette partie-là. Marie-Pierre? Oui. Donc, les résultats transitoires, hein, on va les aborder plus spécifiquement. Là, qu'est-ce qu'on entend par résultats transitoires? Il y en a 12, comme Angèle nommait, et ils ont attrait à 3 fonctions essentielles des réseaux d'action, c'est-à-dire se constituer, qu'on retrouve ici, qui renvoie à la création de réseaux et aux structures de règles de gouvernance qui permettent de résoudre des controverses. On a le deuxième qui est se représenter et influencer, qui renvoie à tout ce qui a trait en fait aux communications pour pouvoir influencer et rallier des masses critiques d'acteurs. On a aussi le troisième qui est faire converger les acteurs et les réseaux, qui a trait en fait à mobiliser les acteurs et les ressources qui sont nécessaires pour atteindre les effets réels dans le milieu. Et juste pour vous dire, hein, ce visuel-là vient d'une affiche qui a été créée, pas par nous, mais par Espace Réseau. L'affiche, on la met quand même, on a quand même le lien dans notre trousse en ligne sur l'outil, mais on pourra vous le mettre aussi dans le chat plus tard. Ici, les résultats transitoires. Dans le premier domaine d'action, on retrouve 3 résultats transitoires. Le premier qui est la création de réseaux, donc toute la mise en relation des acteurs sociaux, mais aussi des entités qui sont non humaines. On pense par exemple aux connaissances, rapports, mais Angèle va vous en parler un petit peu plus en profondeur tout à l'heure. On a aussi le deuxième qui est l'adoption de structures et de règles de gouvernance en réseau, qui est tous les modes de fonctionnement collectif, en fait. Et le troisième, qui est la résolution des controverses, qui vise en fait à l'identification et à l'élaboration de solutions pour pouvoir relever les controverses. Mais il y a quand même des termes qu'on a moins l'habitude d'entendre, hein, qu'on peut voir dans ces 3 résultats transitoires. Angèle, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'on entend par réseau puis par controverse? Et là, j'ai enlevé le partage d'écran pour qu'on puisse bien te voir. OK, alors, le point sur lequel je pense qu'il faut insister un peu plus lorsqu'on parle de la création des réseaux, c'est pas tant l'idée de réseau, parce que l'idée de réseau, elle est connue, on le sait ce qu'est un réseau dès le moment où on travaille en intersectoriel, mais c'est plus la dimension socio-technique. Ce sont des réseaux socio-techniques. Et donc, il s'agit d'une mise en relation d'acteurs sociaux, oui, mais avec toutes sortes d'entités non humaines, comme Marie-Pierre vient de nommer, des connaissances, des règles, des normes, des programmes, des technologies, de l'argent, et aussi, évidemment, des biens matériels. Et il faut comprendre que les transformations concrètes qui ont cours dans les milieux de vie ne sont pas que des idées. Ce sont beaucoup des choses matérielles et sociales, évidemment, mais donc on doit composer aussi avec les contraintes et les possibilités, notamment des matériaux. Mais pas que ça aussi, des règles qui sont déjà les règles d'urbanisme, n'importe. Alors, c'est cette idée d'être socio-technique dans le sens que le projet ne peut pas avancer sans qu'on arrime et qu'on connecte et qu'on fasse interagir les dimensions sociales et techniques. Et donc, le réseau met en mouvement et favorise l'engagement de ces acteurs et de ces entités non humaines. Et évidemment, l'interaction entre le projet, si on veut, et ce réseau-là, ça se modifie dans le cours de l'action. C'est précisément l'ajout de nouveaux acteurs, de nouvelles idées, de nouvelles règles, de nouvelles normes, et tout ça qui fait évoluer le projet. Du côté de la controverse, bon, on a une idée de ce qu'est une controverse, mais c'est important, il faut distinguer ça d'un conflit,
alors qu'une controverse comporte vraiment une confrontation d'idées, une discussion argumentée. C'est pas tout d'émettre une idée. La controverse comporte des arguments appuyés sur une situation, sur un phénomène, et donc c'est une discussion argumentée. C'est important d'avoir ça en tête. Comment on traite les controverses? En fait, les controverses, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Je pense que ce n'est pas dans la minute qui suit qu'on va régler cette question-là, là. Mais traiter les controverses, ça implique qu'on entraîne chez certains des acteurs des déplacements, des changements de position. On fait ça par la délibération, par l'échange d'idées, la confrontation des positions. Souvent, additionner des connaissances aide aussi à transformer les visions et à faire qu'on va converger vers une résolution de controverse. Il y a aussi, évidemment, dans des instances intersectorielles, qu'il y a certains acteurs, à un moment donné, qui vont se retirer du fait qu'ils sont réellement en porte-à-faux par rapport à l'idée qui est en train de se construire et qui devient, disons, l'idée la plus porteuse. Alors, il y a aussi ça, l'évolution des réseaux fait qu'on transforme et donc, on se transforme et donc, on finit par résoudre les controverses. Marie-Pierre. Merci, Angèle. Je vais repartir le partage d'écran. Donc, ça nous amène en fait au deuxième domaine d'action, hein, qui est se représenter et influencer. Dans ce domaine d'action-là, on retrouve 5 résultats transitoires. Production d'intermédiaires, placement d'intermédiaires et mise en mouvement d'intermédiaires. Donc, je n'irai pas plus en profondeur pour les expliquer. Angèle va pouvoir nous parler de qu'est-ce qu'on entend par intermédiaire, puis la distinction entre les trois. Et on a aussi la représentation par des porte-paroles, hein, et la solidification des porte-paroles et des intermédiaires. Je ne rentre pas trop dans les explications parce qu'il y a quand même des termes qui sont importants ici qu'on a peu l'habitude d'entendre. On pense par exemple à intermédiaire, à porte-parole. Donc, j'inviterai à nouveau Angèle à nous expliquer, hein, c'est quoi un intermédiaire, c'est quoi un porte-parole? Un porte-parole, ça porte la parole. Hein? C'est assez, je pense, ça dit ce que ça a à dire de soi, là. En fait, des collectifs d'action qui n'ont pas de porte-parole, c'est comme s'ils n'existaient pas. Hein? C'est comme une réunion de famille. Alors, les porte-paroles, là, ils parlent au nom du collectif, ils le représentent. C'est ce qui fait qu'un collectif existe dans l'espace public. Sinon, il ne serait pas là. Et les porte-paroles, en fait, c'est important qu'ils soient solides parce que c'est par eux que le collectif s'exprime. Donc, pour être solide, ils doivent être légitimes et être crédibles. Et ils sont légitimes dans la mesure où ils ont la position qu'ils occupent est légitime. C'est une question de structure. Par exemple, si on est le coordonnateur d'une table, on est légitime de parler au nom de la table. La même chose pour disons, les organisateurs communautaires des CLSC. Bon, ce sont des professionnels dans les institutions publiques, dans le réseau de la santé, qui agissent en service, disons, dans les instances intersectorielles, et eux, ils ont une légitimité pour le faire. La crédibilité aussi, c'est important parce que autrement dit, la crédibilité, elle nous est donnée par les autres. Si les autres nous reconnaissent qu'on a une bonne capacité de médiation, si on a une bonne connaissance de la problématique dans laquelle on travaille, ben, on est crédible comme porte-parole. Et ces porte-paroles-là, en fait, ils utilisent des moyens pour transporter les idées du collectif. C'est ce qu'on appelle les intermédiaires. Les intermédiaires, ce sont des outils matériels, si on veut, ou électroniques, là, qui permettent de transporter les idées d'un collectif. Les exemples, des rapports, des mémoires, des infolettes, des schémas, mais c'est l'idée que ces supports-là, c'est ce que les intermédiaires, les porte-paroles transportent quand ils veulent aller parler du collectif à d'autres. Si, par exemple, le représentant ou le porte-parole d'une table de quartier veut aller à la ville,
ben, il va falloir qu'il amène de quoi dans ses mains pour aller, un PowerPoint, quelque chose pour aller leur parler. Il ne pourra pas juste le faire verbalement comme ça parce qu'il y a trop d'éléments à transporter aussi, puis ces informations-là doivent être organisées pour être capable de les communiquer. Donc, le terme d'intermédiaire, là, dans ce qu'on a produit là, c'est à ça qu'il réfère et ça agit en intermédiaire entre une instance et ceux à qui elle s'adresse. L'intermédiaire, c'est intermédiation. Hein? Alors, c'est ça l'idée. Et ces intermédiaires-là et ces porte-paroles-là, il y a beaucoup d'actions qui sont faites pour les solidifier, les rendre plus crédibles, les rendre plus forts. Alors, c'est ça, il y avait un des résultats transitoires qui était là-dessus, la solidification. Alors, c'est à ça que ça fait référence. Marie-Pierre? Merci. Oui, donc je reviens. Donc, peut-être juste avant de passer à la prochaine diapo, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient nommées et sans avoir parlé de qu'est-ce qu'on entendait par intermédiaire, il était difficile de distinguer les trois. Donc, je vais revenir peut-être. Production d'intermédiaire, hein, c'est le fait de produire ces instruments-là qui sont portés par les porte-paroles. Le placement, hein, c'est introduire ces intermédiaires dans des réseaux d'action auprès d'acteurs décisionnels. Et là, lorsqu'ils sont mis en mouvement d'intermédiaires, toute la valorisation de l'utilisation des intermédiaires par des acteurs d'intérêt qui vont utiliser, par exemple, un instrument produit par une table intersectorielle pour faire avancer l'action. Le troisième domaine d'action qui est faire converger les acteurs et les ressources nécessaires à l'action comprend 4 résultats transitoires. Le premier qui est l'alignement d'intérêts et le déplacement d'acteurs, donc le fait de changer de position, d'engager de nouveaux acteurs dans des nouveaux rôles. On va avoir aussi la captation de ressources matérielles et financières. Ici, c'est l'extension et renforcement des réseaux et des projets qu'ils portent. Donc, réussir à engager des nouveaux partenaires au sein du réseau. Et le quatrième, qui est l'engagement d'acteurs décisionnels dans la réalisation du changement. Donc, je pense que celui-ci se comprend, est assez bien écrit pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que ça veut dire. Donc, quand même, on a encore des termes qui sont peut-être moins communs hein, dans le langage populaire. On pense par exemple à alignement d'intérêt, déplacement d'acteurs. C'est un terme qu'on aimerait bien qu'Angèle nous explique. Donc, merci Angèle. Oui, l'alignement d'intérêt, c'est important parce qu'un collectif d'action ne peut pas agir collectivement si tout le monde ne marche pas ensemble dans la même direction ou en tout cas essaie de le faire. Et l'alignement, c'est ça, hein, s'aligner les uns sur les autres, ça implique évidemment qu'on fait certaines concessions, mais qu'on y trouve aussi son intérêt. Donc, l'alignement d'intérêt, c'est vraiment un point crucial dans le travail collectif, en réseau. Et cet alignement-là se fait s'il y a des acteurs qui se déplacent. Si tout le monde reste sur sa position, il n'y aura pas d'alignement et il n'y aura pas de travail collectif. Alors, donc, cet alignement d'intérêt, ça se fait beaucoup par le travail de la médiation. Le travail des médiateurs, essentiellement, c'est ça, hein, c'est d'amener des groupes d'intérêts différents à trouver des compromis, puis à trouver un intérêt commun. Alors, c'est ça, c'est faire converger les acteurs vers des problématiques communes, vers des intérêts communs, partagés. S'engager, par exemple, dans des nouveaux rôles, si tout le monde se déplace un peu pour arriver à créer des nouveaux services, disons, s'engager donc dans des nouveaux rôles, ça va mieux que s'il n'y en a qu'un seul qui essaie de le faire. Et pour bâtir des projets communs pour des transformations dans les milieux de vie, évidemment, donc de bâtir des nouvelles choses, il faut forcément qu'à un moment donné, on s'engage dans des nouveaux rôles. Alors, l'idée d'aligner les intérêts, c'est à ça que ça sert. Et évidemment, pour faire ça, le travail des médiateurs, c'est essentiel. C'est pour ça que
dans le travail qui se fait dans les réseaux, les médiateurs ont vraiment des rôles, c'est des gens très stratégiques, très habiles au plan politique notamment, d'être capables d'entraîner des déplacements chez les acteurs. Et l'intérêt des médiateurs, c'est qu'ils sont capables de transformer, en fait, de faire évoluer, de faire progresser les réseaux d'action. Marie-Pierre? Oui. Merci, Angèle. Ça nous amène à vous parler maintenant du module 2. Le module 2, donc vous avez vu le module 1, c'est pour s'approprier les fondements de l'outil, mais le module 2, on rentre dans une autre fonction qui est retracer les événements marquants d'un projet et les traduire en chaîne de résultats transitoires. Donc, on veut vraiment identifier le récit du projet et les événements qui ont été marquants pour amener le projet vers des effets observables dans les milieux de vie. Et un autre but de ce module, c'est de relier ces événements marquants à la théorie, donc aux 12 résultats transitoires, en identifiant un résultat transitoire à chacun des événements marquants du projet. Donc, qu'est-ce que ça comprend, le module 2? Le module 2 comprend un guide d'animation et des documents complémentaires. Donc, le guide d'animation, c'est une proposition d'atelier pour pouvoir retracer le récit du projet. Et les documents complémentaires permettent en fait de réaliser l'atelier, faciliter en fait la réalisation de l'atelier par exemple des outils comme une lettre d'invitation, du matériel d'animation. Et tout ça est disponible en ligne sur le site de l'outil. Donc, dans le guide d'animation, on retrouve en fait la proposition d'atelier qu'on a fait. Qui permet de retracer les événements marquants, mais il y a quand même une première étape qui doit être faite par peut-être un coordonnateur ou un comité de coordination pour identifier quelques événements marquants afin de commencer la rencontre avec déjà un premier jet. Lors de cette animation, on a pensé qu'il serait préférable de prendre un moment pour s'approprier les fondements de l'outil. Comme vous avez vu, il y a quand même des termes qui ne sont pas communs. Donc, prendre un moment pour s'approprier ces termes à l'aide du module 1. Ensuite, valider le récit, donc les événements marquants qui ont déjà été identifiés avant la rencontre et les bonifier, bien entendu. Et dans une deuxième partie de l'atelier, identifier les événements marquants aux résultats transitoires, donc apposer des résultats transitoires sur chacun des événements qui sont marquants et poser un regard sur le récit. Donc, c'est les grandes étapes qui sont proposées dans le guide d'animation. Puis pour que vous compreniez mieux, en fait, la conception de l'atelier tourne autour de ce visuel. Dans un premier temps, lorsqu'on arrive, il y a quelques événements marquants qu'on retrouve sur une grande banderole. Et au fur et à mesure que la rencontre se poursuit, il y a des événements marquants qui sont ajoutés en bas à la lecture de l'ensemble des participants. Et des résultats transitoires qui sont apposés sur la ligne du temps. La manière dont nous l'avons fait, c'est nous avons donné une couleur pour les résultats transitoires qui sont en lien avec un domaine. Donc, le premier domaine a une couleur, le deuxième domaine une autre couleur, et ainsi de suite. Ça nous permet facilement, à la fin de la rencontre, d'identifier les domaines de résultats transitoires qui ont été les plus mobilisés. Dans le module 3, qui a une autre fonction bien à lui, on veut schématiser la chaîne de résultats. Donc, à la fin de l'atelier, on avait une ligne du temps. Donc, maintenant, on veut la schématiser et tirer des apprentissages et aussi réinvestir les apprentissages dans l'action. Donc, ce que ça comprend, c'est une ligne du temps
pour consolider la chaîne de résultats, la chaîne d'événements marquants et les résultats transitoires. On retrouve aussi sur le site le schéma de la chaîne de résultats transitoires jusqu'aux effets et une grille de questions pour tirer des apprentissages et les réinvestir dans l'action. Donc, regardons chacun des outils, chacun des instruments plutôt. Le premier, c'est la ligne du temps. En fait, on avait la ligne du temps sur une banderole, mais là, cette ligne du temps-là, elle permet de garder des traces et de retranscrire d'une autre manière, en fait, le récit du projet. Ce qu'on retrouve dans les colonnes qui se trouvent, c'est l'année, en fait, l'événement. On veut documenter, en fait, chacun des événements. Donc, on écrit l'année, le mois, l'événement, puis ensuite, les retombées de l'événement. Et on a mis 2 colonnes pour les résultats transitoires. Normalement, on est capable d'identifier un résultat transitoire, mais il arrive qu'un événement va avoir eu deux résultats transitoires. Donc, on a mis 2 colonnes pour pouvoir les comptabiliser. Là, ici, c'est le schéma. C'est le schéma, en fait, qui a été produit lors de la recherche. C'est ce qui était présenté aux tables de quartier après avoir participé à l'étude de cas. Et ça a vraiment été apprécié. En fait, c'est cet outil-là qui a initié, en fait, l'idée de produire l'outil qu'on vous présente aujourd'hui. Dans chaque ovale, on retrouve les résultats transitoires. Donc, il y a 12 ovales avec chacun des résultats transitoires. Et l'idée, c'est de venir apposer les événements sur chacun des résultats transitoires. Donc, maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble lorsqu'il est complété. Il ressemble à ça. Donc, vous voyez, il y a plusieurs, sous chaque événement, chaque résultat transitoire, il y a des événements. Angèle, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu mieux, en fait, ce schéma? Qu'est-ce qu'il représente? Oui, je vais te demander, Marie-Pierre, aussi de tracer avec ton marqueur parce que ça va aider. Ben, écoutez, ça, là, c'est vraiment une histoire de cas très, très raccourcie, là. Il y a en fait 9 événements, 9 grandes actions ou résultats transitoires là, qui ont été attachés. Donc, on est dans un quartier urbain mal desservi en accès aux aliments et en transport collectif aussi. Les épiceries de grande surface sont loin, donc les gens achètent dans les dépanneurs et trouvent des choses de moins bonne qualité. Tout ça est plus cher aussi. Alors, la table de quartier a tenu un forum sur le développement social. On a identifié des priorités, dont l'accès à des aliments frais et abordables. Et donc, on a produit un document d'orientation stratégique. Alors ça, c'est le premier résultat transitoire qui a été de produire un intermédiaire. Et ensuite de ça, deuxièmement, on a aussi mis sur pied un comité. Donc, on a créé un réseau, on l'a appelé le comité Accès, dans lequel il y avait des citoyens, des représentants de la ville, la santé publique, la société aussi de l'artère commerciale, là, de développement commercial d'une artère commerciale du coin. Et donc, à la suite de ça, ce comité a fait une cartographie des principales sources d'approvisionnement alimentaire. Donc, on a produit une carte, donc un autre intermédiaire qui a été produit par le comité. Et avec cette carte-là, on a fait une consultation, une discussion avec les résidents. Et ça a permis, d'une part, de solidifier la carte. Quand on disait tantôt, là, la solidification des intermédiaires et des porte-paroles. Donc, cette carte-là a permis de solidifier, consultation-là a permis de solidifier la carte parce qu'elle a inclus des perspectives des citoyens, mais elle a aussi permis d'accroître la solidité même du porte-parole et des gens qui parlaient au nom des citoyens qui avaient besoin d'approvisionnement alimentaire. Alors donc, ça solidifie à la fois la carte et aussi le réseau.
Ensuite de ça, lors de cette consultation, discussion avec des citoyens, il y a des gens qui se sont mis à dire, ben, il y a une épicerie, en fait, un peu trop loin de là où arrête l'autobus, mais si l'autobus changeait de ses circuits, ben, on pourrait aller faire l'épicerie, en fait, avec l'autobus. Et donc, le comité accès, donc un cinquième résultat transitoire qui a été produit. Ils ont fait une synthèse des consultations avec les citoyens. Et donc, ils ont produit un autre intermédiaire. Ils ont mis ça en forme dans un document. Et ils ont ensuite fait une représentation en 6e lieu, donc représentation par des porte-paroles. Ils sont allés rencontrer le service de transport de la ville pour mettre de l'avant les besoins exprimés par les citoyens. Et donc, ils ont par la suite aussi déposé le document à la ville. Donc, ils ont placé, si on veut, l'intermédiaire auprès de la société de transport. Par la suite, la société de transport, 8e résultat transitoire dans la chaîne des actions, donc, la société de transport a montré un intérêt. Donc, il y a là comme un alignement d'intérêts, un déplacement d'acteurs. Donc, la société de transport est ouverte à regarder les propositions des citoyens. Et dans l'année qui a suivi, on a l'engagement d'acteurs décisionnels, donc de la société de transport, à mettre en marche ce que ça prend pour modifier la ligne d'autobus, pour arriver avec un effet, le carré vert à gauche, une transformation concrète dans le milieu de vie qui était d'avoir des fréquences plus grandes de l'autobus et puis un circuit modifié qui faisait qu'elle arrêtait devant l'épicerie. Donc, c'est une transformation concrète dans un milieu de vie qu'on est capable de montrer comment elle est reliée à ce qu'a fait une table de quartier. C'est l'intérêt de la chose, en fait, parce que autrement, on aurait pu arriver à une transformation, mais sans faire le lien parce qu'on n'aurait pas ce qu'il faut pour faire la démonstration, processus est fait. Voilà. Merci, Angèle. Dans le module 3, on retrouve aussi une grille de questions qui permettent de tirer des apprentissages, donc une vision rétrospective sur l'action, de faire un bilan, mais aussi de réinvestir les apprentissages qui sont tirés dans l'action future, donc avec une visée plus prospective. Les questions, on a aussi un autre volet dans la grille de questions, une autre partie, une autre section qui permet de poser des questions sur chacun des résultats transitoires. Donc, ça nous permet de voir comment chaque résultat transitoire a été mobilisé pour atteindre les effets, puis réfléchir à des avenues pour mieux les utiliser afin d'atteindre les objectifs qui sont escomptés. Dans l'outil, on avait imaginé que la grille nous permettrait de porter un regard sur la schématisation, mais on s'est rendu compte que les acteurs et actrices qui ont utilisé l'outil jusqu'à maintenant ont souvent commencé par la grille de questions. Donc, ils ont commencé à réfléchir à leur action. Ils ont trouvé que la grille était une bonne porte d'entrée. Donc, ils ont commencé à expérimenter l'outil par la grille de questions. Et quand ils voyaient qu'un résultat transitoire était moins utilisé ou qu'une question les préoccupait davantage ou était davantage porteuse pour eux, ils sont allés visiter l'outil, le module 1 avec la théorie pour mieux comprendre le résultat transitoire et trouver des façons pour le mettre en action. Donc, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que l'outil, nous avons développé une proposition de processus basé sur une connaissance théorique qui permettent d'apprécier les effets de l'action intersectorielle. Mais concrètement, les gens l'utilisent de différentes manières. Puis on a quelques exemples à vous montrer aujourd'hui. Ici, on a un exemple d'utilisation des résultats transitoires qui a été fait de schématisation, en fait, qui a été fait par Sonia Racine de Communagir. Ce qu'elle a représenté, c'est davantage une ligne du temps où chacun des résultats transitoires a sa propre couleur, son propre logo, ce qui permet de retracer en fait les résultats transitoires qui ont été mobilisés.
Ici, on a un autre exemple hein, avec une table de quartier de Montréal où j'ai employé les résultats transitoires plus pour monitorer une action et nous avons représenté en fait les résultats de ce suivi des résultats transitoires sous la forme d'une roue socratique. Les points qu'on voit qui sont davantage au centre hein, représentent les résultats transitoires qui ont été les moins mobilisés. Mais il est important de comprendre qu'une action, pour atteindre les résultats voulus, n'a pas besoin de mobiliser l'ensemble des résultats transitoires. Mais ce visuel-là a permis de voir rapidement les forces et les faiblesses, puis de les faire dialoguer ensemble pour trouver des avenues qui étaient prometteuses pour pouvoir atteindre les effets qui étaient escomptés. Donc, on voit qu'il y a vraiment différentes façons d'utiliser l'outil qui est présenté aujourd'hui. Mais reste que toutes les utilisations qui ont été faites jusqu'à maintenant nous amènent à dire qu'il y a vraiment une fonction où on peut faire rétrospective, hein? Donc réfléchir aux événements importants, même pouvoir faire de la reddition de comptes auprès des bailleurs de fonds. Et il y a aussi un usage qui est davantage prospectif pour se poser la question comment on peut améliorer l'action, comment on peut améliorer le projet, comment on peut, dans un projet futur, mettre en place peut-être des bases plus solides pour pouvoir atteindre les effets escomptés. Donc, nous arrivons à la fin de notre présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà dans le chat. Peut-être j'inviterais Angèle à peut-être clore la présentation. S'il y a des choses que tu aimerais ajouter, Angèle, je te laisserai le faire. Moi, entre-temps, je vais mettre dans le chat les liens dont je vous ai parlé tout à l'heure et je vais laisser Sarah ensuite prendre la parole, peut-être pour initier la période de questions. En fait, je laisserai Sarah aller avec les questions parce que je pense qu'avec le temps qui reste, il y a déjà plusieurs questions. Je commençais à répondre déjà moi-même avec le clavier, là. Mais je pense qu'effectivement, on pourra... il y a des questions intéressantes d'ailleurs Oui. Excellent. J'avais pas connaissance du chat, donc... Oui, si vous êtes prête, je peux vous lire les questions, puis je vous invite à continuer d'en écrire. Donc, la première, c'est combien de temps faut-il pour prévoir l'atelier qui a été présenté là, pour le deuxième module? Oui, ben, en fait, ce que je répondais tantôt dans le chat, c'est que dépendamment de la complexité du projet, ça peut prendre plus d'une réunion. Hein, et puis, les projets peuvent être décomposés aussi. Si un projet a 4 volets, on peut y aller avec 4 sections différentes où est-ce qu'on fait ce travail-là, disons, étape par étape, si on veut. Mais Marie-Pierre, je te laisserai aller là-dessus. Oui, en fait, c'était une de nos préoccupations dès le départ. On sait que les actions intersectorielles regroupent souvent plusieurs partenaires et lorsqu'ils sont ensemble, on préfère souvent mettre l'accent sur l'action. Il y a beaucoup de projets qui doivent être mis en place, puis on voulait vraiment que ce soit une démarche qui soit la plus accessible possible. Donc, c'est pour ça qu'on a prévu un temps préalable où on arrive déjà avec du matériel déjà un peu organisé avant la rencontre. Et généralement, un projet devrait être capable de le faire en une rencontre, c'est-à-dire une rencontre de 2 à 3 heures. Là. Mais comme Angèle disait, si le projet est très long, très complexe, ça peut valoir la peine, par exemple, de se concentrer seulement sur une section du projet. Souvent, il y a des sous-projets, même au sein d'un même projet. Donc, et il y a même un travail préalable qui peut être un petit peu plus important pour pouvoir se permettre d'être plus efficace lors de la rencontre collective. Donc, il y a différentes manières qu'on peut adapter l'outil qu'on retrouve là en ligne.
Merci, je pense que c'était clair. Ensuite, comment sont identifiés les événements considérés comme marquants? Sur quelle base est-ce que ces événements sont définis par les acteurs? Est-ce que ce sont des perceptions individuelles d'une situation ou des outils de suivi de projet? Donc, comment on fait pour identifier les événements marquants? En fait, ce que je répondais rapidement en écrivant tantôt aussi, c'est que, en fait, c'est beaucoup, beaucoup le travail d'animation, hein, puis le travail de préparation de l'animateur aussi. Comme Marie-Pierre vient de le dire, l'animateur, si au préalable, il y a une bonne connaissance du projet, déjà l'animateur, parce qu'il est un acteur externe, va être capable d'identifier. Voilà, ça a été vraiment un grand pas qu'ils ont fait avec cet événement-là. Et il faut voir aussi que le travail d'animation permet aux acteurs de finir par s'entendre sur qu'est-ce qui a été, à cet événement-là, finalement, on n'a rien gagné. Bon, mais en ayant fait cela, on a progressé, on a obtenu, par exemple, l'appui de tels et tels acteurs pertinents, etc. Donc, Marie-Pierre, est-ce que c'est toi qui le fais d'habitude? Bien, un événement c'est marquant, c'est un événement qui a eu des effets. Donc, Ouais. il faut que ça ait eu vraiment un impact sur le projet. Et l'idée, c'est parfois, il faut prioriser hein, les événements parce qu'on veut vraiment aller à ce qui est le plus pertinent de documenter dans l'action. Je dirais que un autre élément qui est important, c'est qu'un événement marquant, oui, il demeure quand même assez subjectif. Il va représenter le vécu des personnes qui vont être assises autour de la table à un moment donné. Hein. Ça se pourrait qu'un an plus tard, on se rend compte que le projet a pris une autre tangente et que les événements marquants sont différents parce que finalement, le marché public devient une source, un endroit de réinsertion sociale. Puis au début, on ne l'avait pas pensé comme ça. Et là, il y a eu un événement qui s'est passé qu'il y a un an, on n'aurait jamais pensé que c'était un événement marquant, mais maintenant, avec la nouvelle orientation du marché public, c'est un événement qui a été crucial. Donc, vous voyez que un événement marquant va changer selon le temps et les personnes qui vont être présentes autour de la table. Mais moi, pour l'avoir expérimenté à quelques reprises, je pense que c'est important de bien faire comprendre aux gens qui participent qu'il faut limiter le nombre d'événements marquants. Il faut se concentrer sur ce qui est le plus important, ce qui a été le plus marquant et le plus révélateur pour la suite du projet, là, qui a donné le plus d'effet, en fait. Une autre chose, je pense qu'il faut aussi dire, c'est que les chaînes d'événements marquants, surtout lorsqu'on fait des schémas, un schéma qui vise à communiquer quels ont été les événements marquants qui ont relié ce qu'on a fait avec les effets qu'on a observés, ben, ce genre de schéma-là, si c'est pour être communiqué dans un événement ou à des bailleurs de fonds, c'est que le schéma doit transporter ce qu'on a à dire dans une seule image. Et à ce moment-là, il faut que la personne à qui ça s'adresse soit capable de le capter dans une seule image. Alors là, on va vraiment encore monter d'un degré, si on veut, additionnel de ce qu'on veut vraiment montrer qui a été des événements essentiels. Ça dépend toujours un peu à qui on s'adresse, à quoi sert le schéma. Je regarde par exemple ce qu'a fait Sonia Racine, que Marie-Pierre a montré tantôt. Elle a un long chapelet avec beaucoup de grains de chapelet tout le long. Et c'est correct parce que là, c'est un outil avec lequel ils ont travaillé à l'interne dans leur propre instance dans Charlevoix. Mais s'ils avaient, par exemple, à communiquer cela à une instance gouvernementale, ils devraient réduire pour être capables que visuellement, dans un seul coup d'œil, on soit capable de saisir ce qu'ils ont fait, qui a été le plus important. Alors, les modélisations ou les schémas ou les chaînes, ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Dans les monographies, par exemple, que vous avez en ligne sur l'outil, ben, les monographies, elles ont 60 pages, 70 pages, où on a tous les événements.
avec les résultats transitoires correspondants. Mais à partir de ça, il y a eu un travail d'élagage qui a été fait pour être capable de le communiquer. Quand je communique, par exemple, ce que je vous ai montré tantôt sur la ligne d'autobus, ben moi, j'en ai ôté beaucoup des événements là, pour qu'il en arrive à 9, puis que je puisse vous le présenter en 3 minutes. Alors, il est là le jeu, là. Ça dépend de ce qu'on veut faire avec la chaîne des résultats transitoires. Ça dépend à qui on voudrait le présenter, c'est Oui, ça? oui. Il faut d'abord le produire. C'est ça, avec tous les détails, puis après on filtre selon l'interlocuteur. Oui. C'est ça. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions, mais il reste encore 1 minute, donc je peux peut-être quand même moi-même en poser une. En attendant, s'il y a quelqu'un qui voudrait en poser une dernière, c'est un outil qui a été créé pour le niveau très, très local, ce qui est vraiment intéressant. Mais je me demandais, étant donné, bien, ça me semble aussi possible peut-être de l'utiliser pour un niveau, par exemple, national. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'outil pourrait quand même servir dans des contextes nationaux, par exemple, nationaux? On a réfléchi beaucoup à ça. On pense qu'au palier régional, par exemple, ou au palier national, au palier d'un État, c'est parce qu'on ne produit pas les mêmes choses. Hein? On ne produit pas des transformations concrètes dans un milieu de vie quand on est au gouvernement, mettons. On va surtout mettre en place des conditions propices à l'intersectorialité, disons. Et ce qui fait qu'on a un projet qu'on a déposé pour financement qui vise à voir comment ces 12 résultats transitoires-là conviennent plus ou moins, en fait, et qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il faudrait peut-être considérer pour le palier régional et évidemment pour le palier d'un gouvernement. Intéressant. Ah, bon, les autres, ce sont des remerciements. En fait, il n'y avait pas d'autres questions. Ça tombe bien parce qu'il est déjà, on a dépassé déjà d'1 minute. Ben, je voulais remercier tout le monde pour votre présence et ça, je vous rappelle que le webinaire a été co-organisé par l'UIPES, qui est l'Union internationale de promotion de la santé et d'éducation pour la santé, et le REFIPS, le Réseau francophone international pour la promotion de la santé. On sait qu'on a des longs noms, puis peut-être que pas tout le monde connaît. Et aussi par la chaire CACIS, donc c'est chaire approche communautaire et inégalité sociale. Inégalité de santé. Inégalité de santé. Est-ce que, Liane, tu voudrais dire un mot de la fin avant qu'on conclue? Merci à nos présentatrices, c'est vraiment intéressant, puis je suis sûre que ça va être très utile et même que l'enregistrement va probablement être consulté après par ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. C'est une très belle conclusion, Sarah. Je n'ai rien à rajouter, sauf de remercier encore une fois tous ceux qui ont bien voulu participer et présenter. Donc, bonne fin de journée, bon après-midi, selon l'heure qu'il est chez vous. On nous demande de quelle manière sera partagé le PowerPoint. Ben, en fait, je peux répondre pour le côté REFIPS et peut-être que Liane ou Patricia pourront répondre pour l'UPES, mais dans les nouvelles du REFIPS, je pourrais ajouter justement le PowerPoint et les différents liens, et aussi que Marie-Pierre vous a partagé dans le chat pour pas que ça se perde dans le chat. Et j'imagine que sur le site aussi de l'UPES, les mêmes informations vont être disponibles. Exactement. Je te laisse. OK. Et on partagera aussi le lien vers la vidéo pour que vous puissiez consulter et regarder quand vous voulez. Et partager, bien sûr. Merci, Patricia. Merci tout le monde. Merci. Merci.